Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous suivent en ce 26 février 2026. Merci de nous faire confiance et merci d'être présents pour la voix du militant. Aujourd'hui, c'est à vous que revient la parole et tous ceux et toutes celles qui souhaiteraient déjà s'exprimer. Nous souhaitons que vous vous présentez pour qu'on puisse nous mettre sur la ligne. Et avant que nous ayons la première personne, le temps que les uns et les autres puissent se signaler, je vais déjà aborder quelques sujets très rapidement. Et ici, la première histoire que nous allons aborder concerne Ibrahim Kaka. Et sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, personne ne peut dire qu'il ne sait celui qu'on appelle ici Ibrahim Kaka. Et la chose la plus importante aussi, c'est un homme et son histoire. Parce que chacun de nous a une histoire, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit familiale. En tout cas, aucun être humain ne peut exister sans histoire. Et hier, on a vu sur la toile Henri Sebgo sur sa page. Henri Sebgo, c'est un lanceur d'alerte burkinabé qui fait les efforts qu'il peut pour aider son pays. Et il allait et il nous a rapporté l'histoire de la famille de Ibrahim Kaka. Officiellement, il s'appelle Ibrahim Traoré, mais en réalité, selon Henri Sebgo, il y a une histoire cachée. La famille d'Ibrahim Kaka ou Ibrahim Traoré, en réalité, aux origines, aurait été bannie parce que, nous dit-on, le grand-père d'Ibrahim Kaka a été chassé de leur village à cause de l'adultère. Ça veut dire, ce qu'il aimait, c'était aller chercher les femmes des autres. Le grand-père d'Ibrahim Kaka. Et bizarrement, vous voyez, il s'appelle aujourd'hui Ibrahim Traoré. Mais à l'origine, son grand-père portait le nom de famille Mossi, lequel nom de famille est Rouamba. Donc normalement, si Ibrahim Kaka, alias Ibrahim Traoré, était quelqu'un de digne, et que ses ancêtres étaient des gens dignes, son nom de famille serait Rouamba. Et donc on devrait l'appeler Ibrahim Rouamba. Mais malheureusement, son grand-père n'étant pas à la hauteur du rendez-vous de la moralité publique, à cause de ses adultères, a été banni du village Mossi. Et lequel village se nommait Zignaré. Donc pour simplifier la chose, Ibrahim Traoré que vous voyez là, en réalité ce n'est pas son vrai nom de famille, selon Henri Sebgo. Son vrai nom de famille c'est Rouamba. C'est son grand-père qui vivait à Zignaré, qui à force de répéter les adultères, finalement les gens de Zignaré ont décidé de le chasser du village. Et quand il a été chassé, le grand-père d'Ibrahim Kaka, c'est là maintenant qu'il va se rendre dans une autre localité qu'on appelle Nouhoum. Et précisément dans le village de Bondoukoui. Et quand il arrive là-bas, pour ne pas que les gens puissent le retracer pour savoir le pourquoi du comment des choses, il change de notre famille. Le grand-père d'Ibrahim Kaka laisse tomber son nom original de Rouamba et il prend le nom de famille Traoré. Et finalement, c'est ce nom que va porter le père d'Ibrahim Kaka. Et aussi malheureusement, c'est le même nom que va porter Ibrahim Kaka, le tristement célèbre génocidaire du Burkina Faso.
En réalité, vous devrez l'appeler Ibrahim Rouamba. Et Henri Sebgo va plus loin pour nous dire que lorsqu'il s'est retrouvé à Bondoukoui, dans la boucle du Nouhoum, et lorsque Ibrahim Kaka va naître, il nous dit quelque chose qui nous fait encore assez froid dans le dos. Parce que le vieux peuple qui a célébré le baptême d'Ibrahim Kaka, quand il grandit et qu'il devient ce qu'il est aujourd'hui, il va massacrer la famille de ce vieux après avoir braqué le pouvoir d'État. Et c'est maintenant cela qui nous permet de comprendre facilement pourquoi Ibrahim Kaka a une haine contre les Mossi et aussi pourquoi lui-même il n'est pas à l'aise dans sa peau. Et donc c'était l'histoire qu'il fallait qu'on vous dise. À vous de vérifier pour avoir plus d'informations. Mais une chose étant évidente, aujourd'hui les Burkinabés se rendent compte qu'ils ont commis des erreurs très graves. Quand vous vous imaginez les prisons de Ouaga 2000, qui sont devenues aujourd'hui des géoles pires que l'enfer, où Ibé Kaka fait torturer des Burkinabés, c'est simplement triste. Ne serait-ce qu'à écouter les uns et les autres, comme on a déjà fait ici quelquefois. On va encore écouter une des victimes d'Ibrahim Kaka, qui a été injustement arrêtée, torturée pour avoir des aveux, pour essayer de satisfaire je ne sais quel désir. En matière de preuves, comment, en l'espèce, elle a été obtenue contre M. Sandaogo, qu'il lui vaut de comparaître devant vous à cet instant. Monsieur le Président, c'est dans la famille des dossiers qu'il s'est compris beaucoup de choses. M. Sandaogo, c'est le président, a vécu des décharges, des moments de décharge électrique sur son corps. Des décharges électriques sur son corps pour qu'il dise ce qu'on voulait entendre. Il a été roué de coups et de fou. Il a passé 54 jours sans savoir où est-ce qu'il est. Il a encore passé 54 jours sans savoir à quel moment il fait jour, à quel moment il fait nuit. Alors, c'est dans ces circonstances qu'on a pu obtenir la preuve, sinon l'aveu, qu'il aurait accepté de l'argent dont les montants sont totalement discordants et qui font les poursuites. Monsieur le Président, je ne l'ai jamais vécu, mais j'imagine que les charges électriques sont comme du feu. Ça brûle, ça fait mal. Qui sommes-nous? Qui es-tu pour résister à ces sévices? Je me réjouis d'ailleurs qu'il ne s'est pas autoflagellé outre mesure. Même si aujourd'hui il avait reconnu avoir dévalisé une banque. Moi, humainement, j'allais lui donner raison. Il est fait de chair et de sang. Et lorsqu'on vous achemine ces services-là, qu'est-ce que vous ne pouvez pas dire? Qu'est-ce que nous tous ne pouvions pas dire juste pour l'instinct de survie? Voici la preuve. Obtenue dans ces conditions qui vaut les poursuites à son encontre. Monsieur le Président, nous sommes convaincus que ces préalables, ces questions de forme du procès pénal vont vous déterminer dans votre décision. Vous avez joué les exceptions au fond. Nous savons que la loi vous donne la possibilité, mais nous ne faisons aucun doute que ça doit vous interpeller. Et donc ici, vous aurez compris comment Ibrahim Kaka kidnappe des Burkinabés, les torture, et c'est ce que cet avocat est en train d'expliquer. Et il a des prisons cachées à Ouaga 2000, où son sport favori, c'est de torturer les Burkinabés aujourd'hui, dans les enfers qu'il a construits, soi-disant prison, pour leur tirer des aveux et pouvoir faire de ces Burkinabés ce qu'il veut.
Et c'est simplement triste aujourd'hui que la révolution soit devenue aujourd'hui un mouroir où les Burkinabés sont en train de perdre la vie, soit à travers les mains de l'armée du Burkina, qui est dirigée aujourd'hui par Ibrahim Kaka, ou bien à travers la main des terroristes aujourd'hui qui ne se font pas prier pour massacrer le peuple. La deuxième vidéo que nous allons jouer ici concerne le Mali. Et là, on se rend compte qu'on est vite passé d'une fausse révolution. Aujourd'hui, les Maliens qui disaient qu'ils étaient contre la démocratie, à les écouter aujourd'hui, ils ont envie d'élection. Et celui qui parle là, quand vous allez entendre parler de lui, on l'appelle Sitanding, ça veut dire l'enfant de Sita. D'autres l'appellent Jobala. Mais toujours est-il que quand la vérité éclate au grand jour, elle se dit même par les pires ennemis de la vérité elle-même. Et on l'écoute ici ensemble. Troisième mandat seulement, au panafricain, quel est le Cameroun, on ne Alassane critiquer, mais oubliez que leur président est là-bas durant 42 ans. Au panafricain, quel est le comme Bassirou Diomaye Faye, Ani et Sonko, c'est eux qui critiquent Bassirou Diomaye Faye. C'est même panafricain qui critique Sonko. Mais leur président, c'est panafricain qui critique Bassirou Diomaye Faye et Sonko. C'est même panafricain, leur président est là-bas durant 42 ans. Les Camerounais, 42 ans au pouvoir. Les Camerounais, ils sont de tous les pays en Afrique, mais sauf leur pays. Les Camerounais, là, ils connaissent tous les vrais militants africains, mais ils ne connaissent pas leurs vrais militants. Et ils sont... Vous n'êtes que des bâtards. Vous, les panafricains camerounais, vous n'êtes que des bâtards. Votre président est là-bas 42 ans. Réglez ces problèmes. Vous êtes expert de tous les pays africains, mais vous n'êtes pas expert de chez vous. Vous pouvez aider tous les autres présidents en Afrique, mais aider quelqu'un pour faire quitter votre président au pouvoir. Vous êtes démocrate, mais commencez chez vous. Vous êtes des experts, mais commencez chez vous. Vous êtes intelligent, mais commencez chez vous. Vous êtes des vrais journalistes. Quel est le problème des autres Africains? Et chez vous. La santé bien ordonnée commence par soi-même. Et Camerounais osent de nous dire comment être panafricain. Un Camerounais qui peut nous dire comment être panafricain. Mais vous êtes fous ou quoi? Vous oubliez que Paul Biya est là-bas depuis votre maman n'est pas née. Depuis votre maman, Paul Biya il est au pouvoir depuis on ne met pas enfant sur I. Vous n'arrivez pas à régler ces problèmes. Vous n'êtes que des bâtards panafricains, ouais. Laissez-nous régler vos problèmes. Vous, les panafricains camerounais, vous êtes tous des bâtards sans exception. Billahi Talay, à partir de ce qui est né aujourd'hui jusqu'à 103 ans, vous êtes tous des bâtards femmes-hommes. Vous, les panafricains, que je vous parle, les panafricains camerounais, réglez vos problèmes. Votre président est là-bas 42 ans. C'est à vous de parler, Diomaye Faye a changé, Diomaye Faye a changé votre président. Bassirou Diomaye Faye a changé, Sonko a changé, Sonko nous fait dessus, et toi tu es un vrai bâtard, ton président est là-bas. Les politiques que Bassirou Diomaye Faye et Sonko a fait pour venir au pouvoir, toi tu ne peux pas faire ça chez toi. Tu ne peux pas aider quelqu'un d'autre. Alassane Dramane Ouattara est là-bas, 3e mandat, mais toi ton président c'est plus de 10 mandats, parce qu'il est là-bas 42 ans. Tu vas aider le Mali. Le Malien eux-mêmes, ils ont aidé le Mali. Toi, aider les Camerounais d'abord. Tu vas aider au Burkina. Mais aider les Camerounais, vous croyez que les Camerounais n'ont pas besoin comme un président comme Idé? Et pour ceux qui suivent l'actualité malienne, celui qui parle là, il se fait appeler Jobala. Et c'est un adepte radical de la junte au pouvoir. Et quand vous l'entendez aujourd'hui dire que Alassane Ouattara est au 3e, au 5e, au 10e mandat, et que c'est au moins une élection, donc, ça veut dire aujourd'hui les Maliens reconnaissent l'importance des élections. Quand vous entendez Jobala dire que Paul Biya est au pouvoir, que les panafricains s'occupent des problèmes du Cameroun, et que le Cameroun ne manque pas de problèmes, ça veut dire que aujourd'hui, les voir s'attaquer aux panafricains, c'est ce que nous vous avons dit depuis des années. Ces panafricains sont des escrocs qui ne peuvent pas arranger chez eux à plus fort chez les autres. Quelqu'un qui n'a pas pu faire son propre bonheur, ce n'est pas le bonheur d'autrui qu'il pourra faire.
On vous avait conseillé. Mais vous aviez voulu entendre ce qui était intéressant dans vos oreilles. Et voilà aujourd'hui la réalité en face de vous. Ah, vous n'avez plus les panafricains. Mais comment vous allez faire pour libérer l'Afrique? Ce sont ces panafricains-là qui devraient vous donner la feuille de route. Et donc, quand tu as fait le mauvais choix, quand tu as pris le mauvais cheminement, tu ne peux aboutir qu'au mauvais résultat. Quel que soit ce que les gens diront. Et c'est ce qu'on vous a toujours conseillé. Quand on vous a dit demeurer dans le coup d'État ne peut produire que des conséquences plus graves que le coup d'État lui-même, vous pensez que nous jouons. Mais aujourd'hui, voilà. Vous qui étiez les supporters les plus acharnés de cette transition au Mali, aujourd'hui, c'est dans vos bouches que vous reconnaissez l'importance des élections. Jusqu'à aller dire même qu'il y a eu élection en Côte d'Ivoire, 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats, 6 mandats. Et vous trouvez que ça c'est mieux aujourd'hui que le cheminement des panafricains? Nous on ne peut que dire, le temps est un autre nom de Dieu. Et on va continuer pour inviter les héritiers de Félix Houphouët-Boigny. Gbagbo a un conseil qu'il tient à vous donner. Et qui sont ceux qui sont les véritables héritiers de Félix Houphouët-Boigny? En tout cas, si on tient compte de la logique du matriarcat dont fait preuve le PDCE aujourd'hui, les héritiers de Félix Houphouët-Boigny, c'est Henri Konan Bédié et puis Tidjam Thiam, alias Chakadjan, alias Kokumba. Il n'y a pas de problème. Gbagbo nous dit que vous n'êtes pas de bons héritiers. Que Tidjam Thiam, tout comme Henri Konan Bédié, que vous êtes des faux héritiers. Et que vous n'aviez même pas été capable, même la maison de Félix Houphouët-Boigny, ce qui avait déjà été fait, où vous pouviez dormir là, vous n'avez même pas été capable d'entretenir. Et que vous n'êtes pas à la hauteur des rendez-vous. Et on l'écoute ici. C'est devant la résidence du fouet, et ça m'a fait mal par contre. Et je regarde la maison, j'ai dit à mon chauffeur de s'arrêter, c'est noir. Il n'y a pas de courant. Je vais là-bas, il n'y a pas d'eau. Pour avoir le prétexte de dispenser légalement l'argent. Quand je suis retourné à Abidjan, j'ai pris un décret pour transformer la maison du fouet en musée. Comme ça, chaque année, nous votons un budget pour le musée qui est la maison du Houphouët-Boigny. Gbagbo dit un jour, lui, il était en train de passer la maison de Houphouët-Boigny qui est à Yamoussoukro là. Il passait devant et puis, un coup en pleine journée, il voit qu'il n'y a pas de lumière dedans là-bas. Il dit, ça c'est quoi ça encore? On dit, ah, c'est maison de Fouquet. Il dit, il n'y a même pas de lumière dedans. Il dit, ah, ça là, c'est pas bon, hein. Donc, mais qu'est-ce que les héritiers ont fait? Et les héritiers sont devenus des faroteurs, des brouteurs. Ils n'ont pas tant. C'est là maintenant, lui, Gbagbo, là, il était choqué. Il était estomaqué. Il était complètement effondré. Quand il rentre à Abidjan, qu'est-ce que lui il fait? Pour rappeler aux héritiers qui n'ont pas joué leur rôle, aux héritiers Tidjam Thiam et Bédié, lui en même temps il a transformé la maison du fond en musée. Est-ce que lui il a le temps à perdre? Il dit lui il a voté budget, la maison du fond est devenue musée en même temps. Et donc, le courant est dedans, l'eau est dedans, etc. Ceux qui n'ont pas fait ça, ceux qui mangeaient dans la main du fouet, je ne vais pas te dire la phrase. Ceux qui mangeaient dans la main du fouet là, c'était pas le papa d'Alassane. C'était pas le grand papa d'Alassane. C'était le papa de Tidjam Thiam. Donc là, c'était le papa d'Henri Konan Bédié. Si on suppose que Félix Houphouët-Boigny n'est pas le père d'Henri Konan Bédié, et donc faites l'effet inverse. Mais de toutes les façons, ils ont tous mangé. Les pères et les fils et les mères ont mangé dans la main de Félix Houphouët-Boigny. Vous avez bien mangé, mais vous avez oublié, même ne serait-ce que la mémoire de Félix Houphouët-Boigny, parce qu'au-delà d'une maison, c'est au moins le bien que la personne vous a fait, d'être capable d'honorer ce bien-là après que la personne ait rejoint l'au-delà. Donc la valeur symbolique ici, c'est la maison. Vous n'avez même pas été capable même d'honorer la maison. Ce sont les herbes qui ont poussé. Les crocodiles avaient faim et c'était devenu un champ de ruines. Et lui, Laurent Gbagbo, il dit c'est tellement honteux qu'il ne peut même pas citer le nom de ces personnes.
C'est pas Alassane Ouattara qui a mangé dans la mer de Bédié, de Félix Houphouët-Boigny. Parce que figurez-vous que Alassane Ouattara, quand il vient en Côte d'Ivoire en 89, c'est lui qui est venu sauver Félix Houphouët-Boigny. Là où ses héritiers, soi-disant, étaient là et n'avaient plus d'idée pour sauver Félix Houphouët-Boigny, que Gbagbo avait traité de voleur et de tout. Et donc comprenez que dans l'histoire des humains, quand tu es en difficulté, c'est lui qui te vient en aide là. La personne, moralement, tu as une dette envers la personne. Donc si Félix Houphouët-Boigny a une dette morale envers le président Alassane Ouattara, cette dette morale-là, c'est que Alassane Ouattara est venu aider Félix Houphouët-Boigny à un moment où Félix Houphouët-Boigny et son pouvoir étaient en train de s'effondrer, là où ses héritiers, et ce n'est pas un fait nouveau, même du vivant de Félix Houphouët-Boigny, ses héritiers ont toujours été des faux jetons. Et c'est ce que le monsieur est en train de raconter. Quelqu'un qui n'a pas pu t'aider quand tu étais vivant, c'est pas évident que la personne puisse t'aider quand tu ne seras plus là. Et c'est ça le cas de ces gens-là. Et c'est pourquoi faites beaucoup attention, les symboles comptent beaucoup. Ces gens-là n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Ces gens, quand ils vous disent qu'eux ils aiment la Côte d'Ivoire, c'est quand la Côte d'Ivoire leur donne ce qu'ils veulent. Mais une fois qu'ils n'ont plus besoin de la Côte d'Ivoire, regardez le comportement des Tidjane. Ils ne font que saboter la Côte d'Ivoire, ils ne font que prendre la Côte d'Ivoire en ennemi. Et pour les Ivoiriens qui peuvent se laisser tromper, ou même qui ne comprennent pas la réalité, c'est notre responsabilité souvent de vous ramener dans l'histoire pour vous mettre les faits en avant, pour que vous vous souveniez, pour que vous sachiez d'où nous venons, pour ne pas qu'on se trompe de route. Moi, je ne t'admire pas ça. Ceux qui m'allaient dans sa main, qui se mettaient à genoux, qui disaient nanao. Voilà ça aujourd'hui. Vous êtes tous devenus des vauriens. Oui, vous êtes tous devenus des vauriens. Même ne serait-ce que la maison de Félix Houphouët-Boigny. Une maison déjà construite, où il n'y avait plus rien à faire que d'entretenir. Vous n'avez pas pu. Et c'est la Côte d'Ivoire, vous allez pouvoir gérer. C'est pourquoi Bédié a échoué là. Et même si vous placez Chaka Dian à la tête de la Côte d'Ivoire, il va échouer pire que Gbagbo, pire qu'Henri Kouna Bédié. Parce que l'intention n'est pas saine et l'intention n'est pas d'aider la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui n'a pas pu garder un poulailler qui est déjà fait, est-ce que cette personne-là peut garder toute la cour? C'est ça le problème de Tidjane. Ceux qui m'allaient dans sa main, qui se mettaient à genoux, qui disaient Dieu les voit. En tout cas, Dieu les voit. Dieu va pas les louper aussi. Donc, ça c'était pour le PDCI. Allez réfléchir un peu. Même le siège du PDCI, vous n'arrivez même pas à entretenir. Et donc, vous voulez qu'on vous dise quoi aujourd'hui? Toujours en train de crier. Mais comme disait l'autre, Dieu vous voit. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous serez frappés par toutes sortes d'humiliations. Et c'est très bien fait pour vous. Et on va terminer avec cette dernière vidéo, qui est une vidéo qui est tirée de Boukikro. Mais comme vous le savez, hein, quand c'est pas braqueur, ça peut pas être autre chose. En tout cas, le slogan « La patrie ou la mort, nous vaincrons », quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, le slogan devient « La partie ou le vol, nous volerons ». Je répète, la partie ou le vol, nous volerons. C'est ça seulement. Et écoutez ici, celui-là. Je m'appelle Tambiga Salam. Je suis burkinabé. Donc, c'était le jour soir qu'on était avec Ahmed. C'est Ahmed même qui m'a mis en contact avec ces types-là. À couper. Donc, c'est Ahmed maintenant qui est rentré. C'est lui qui rentre. Quand il vient, quand il voit dans un agence qui rentre, il demande une somme. Il demande une somme de l'argent. Quand on dit il y a l'argent maintenant, il vient nous dire que non, qu'il y a l'argent là-bas.
Maintenant, on attend quand la personne sont prêts pour fermer, et puis on s'en va, on prend les sacs. Donc c'est comme ça s'est passé. Quand on est arrivé, on allait trouver que le monsieur est sorti, il était prêt pour fermer. Donc quand il est sorti, donc là, moi j'étais derrière les motos. On est venu garer. Là, moi, je suis descendu, je suis allé le présenter. Il avait 2 petits sacs. Il a pris les 2 petits sacs pour nous donner. Donc on est monté sur moto. Quand on est monté dans la moto, donc tellement lui il avait mis pression sur la moto, il était trop pressé. Maintenant, moi, mon sapot est tombé. Quand mon sapot est tombé, maintenant, c'était un tournant. Quand il dit mon sapot est tombé, lui il a essayé de dire qu'il va regarder derrière. Mais il ne sait pas ce qu'il entendait. Donc quand il a essayé de dire qu'il va regarder derrière, voilà comment, en tournant là, il y avait un trou devant nous. C'était un grand trou. Donc maintenant on est parti dans le trou là. Quand on est allé dans le trou, on est tombé, lui il a évanoué. Lui, il a évanoué, moi, il a attrapé, il a tiré. Il voit que non. Moi, il pensait qu'il est resté même. Donc, maintenant, moi, c'est mon pied qui a touché à ma main maintenant. Donc, à côté là, il y avait un cimetière là. Donc, je suis rentré dans le cimetière là. Je suis resté dans le cimetière là maintenant. Jusqu'à vers 3 heures. C'est dans ça, maintenant, il a appelé Ahmed. Ahmed dit non, lui, il est dans la ville. Mais il ne peut pas sortir parce qu'il y a trop de demandes sur cet endroit là. C'est après maintenant, jusqu'à vers 4 h du matin, il est sorti maintenant, il m'a demandé je suis dans tel endroit, il a indiqué dans tel endroit que je suis là. Donc il est venu à moto maintenant, il est venu garer moto depuis maintenant, il m'a appris. Ce qu'il est en train de vous expliquer, c'est depuis la direction de la police criminelle qu'il est en train de vous parler. Vous n'avez pas entendu un moment vers les zones d'Azaguié, Azopé pour aller là-bas, là, qu'il y a des gens qui braquaient les agences de transfert d'argent. C'était lui là. Celui-là que vous avez entendu là. Je m'appelle Tambiga Salam. Il dit il s'appelle Tambiga Salam. Je suis burkinabé. Il dit il est burkinabé. Donc c'était le jour soir qui... Et c'est là maintenant qu'il vous raconte l'histoire. La partie où le vol, nous volerons. C'est tellement triste que le vol est devenu pour ces personnes-là un élément essentiel du PIB. Ce qui manque maintenant au Burkina Faso d'Ibrahim Kaka, c'est de célébrer les Burkinabés qui viennent voler en Côte d'Ivoire comme des investisseurs, pour que le Burkina se sente à l'aise. Et pour que le Burkinabé sache aujourd'hui, c'est d'officialiser le vol. Et c'est eux qui mentent aux gens que eux font propre. Alors que toujours c'est eux qui sont alignés devant le FMI pour demander crédit. Et c'est encore ces pays qui veulent se moquer de la Côte d'Ivoire. Et depuis que il a été dit que la Côte d'Ivoire est le pays le plus endetté auprès du FMI, après l'Égypte, c'est devenu leur nouvelle chanson. Mais être endetté, ce n'est pas grave. Être endetté, c'est même une chose qui est bien. Parce qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui s'endette pour financer son développement, il faut demander, c'est à quel taux nous prenons notre crédit. Quelqu'un qui prend crédit de 1 million, comme il est crédible, il est solvable, on lui donne ça à 2%, la personne est mieux que quelqu'un qui allait prendre crédit de 100 000 et puis on lui donne ça à 20%. Ça, c'est aux gens intelligents que nous parlons. L'avantage du FMI est qu'il offre le crédit moins cher du marché. Ses taux d'intérêt sont très bas, souvent inférieurs à 2% et parfois nuls. Les durées de remboursement sont longues, entre 10 ans et souvent plus. Et l'on peut bénéficier des périodes de grâce où l'on ne paye que des intérêts, pas le principal. Alassane Ouattara est l'ancien directeur adjoint du FMI. Et il est membre honoraire à vie du FMI. Donc là, il n'endette pas la Côte d'Ivoire pour juste le plaisir d'endetter le pays. Le travail qu'il fait là, nous on voit. Mais le FMI c'est quoi? Le FMI,
c'est souvent des taux d'intérêt qui ne dépassent même pas les 2%. Mais quand vous voyez aujourd'hui un monsieur comme Ibrahim Taka qui dit que lui va faire des levées de fonds sur les Burkinabés de la diaspora, c'est sur la Côte d'Ivoire qu'il compte. C'est qu'on t'a montré la première fois, là, quand on allait vous garantir dans votre ambassade, là. Reprenez. On va faire la même chose encore. Si c'est sur la Côte d'Ivoire, vous comptez pour faire des levées de fonds à partir des Burkinabés de la diaspora. Côte d'Ivoire, là, oubliez ça. Parce qu'on va vous empêcher et on va interpeller l'État de Côte d'Ivoire. Toutes les levées de fonds, pardon, toutes les levées de fonds qui se feront en Côte d'Ivoire. Si l'État ne veut pas être son propre ennemi, nous devrons bloquer tous les transferts de fonds qui se feront au Burkina Faso. Parce que c'est une manière de lever des fonds indirects pour alimenter des terroristes, pour alimenter des mercenaires, pour alimenter des VDP, pour attaquer la Côte d'Ivoire. Et on ne va pas s'asseoir pour vous regarder. La première fois que vous avez voulu faire, vous savez ce qu'on vous a montré. Non, allez dans vos ambassades de Washington et de Côte d'Ivoire, on vous avait averti. Et maintenant, vous pensez qu'on a oublié. Vous voulez revenir dessus encore. On vous attend. On vous attend. Commencez seulement. On va voir ce qui va se passer. Donc, laissez ces plaisantins dire ce qu'ils ont à dire. Ces plaisantins aujourd'hui qui ont hypothéqué leur pays et qui se retrouvent aujourd'hui à la croisée des chemins et n'ayant plus d'arguments, ils pensent que c'est en lançant des slogans vides ou en se moquant des autres. Mais la Côte d'Ivoire qui est endettée là, le jour que vous allez vous réveiller là, vous allez voir que la Côte d'Ivoire est à 10 000 années-lumière en termes de progrès que vous n'allez jamais pouvoir atteindre. Et c'est là que vous allez perdre. Mesdames et messieurs, c'est la présentation que nous pouvions faire. On va laisser un maximum, nous avons 3 personnes, et on va laisser un maximum de 10 minutes à chaque personne, et après cela, donc, on va fermer le direct. Et nous allons commencer avec M. Gucci, et on va fermer le direct. On ne pourra plus prendre d'autres personnes. Et je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis avant que la première personne ne puisse se présenter. Allô? Allô? Oui, bonjour M. Goucher. Bonjour M. Claire, comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, tout va très bien de votre côté. Ça va, tout va bien, Dieu merci. Ok, donc on vous laisse la parole. Ok, M. Claire. Moi, j'aimerais m'exprimer sur le football ivoirien, en fait, aujourd'hui. Après la CAN 2023, on a remporté la CAN, mais football local ivoirien ne se porte pas bien. On n'arrive pas à rentabiliser les infrastructures sportives. Parce qu'on a des stades, il y a des stades qui sont en train de construire à Bengourou, bien à Boisseau, mais nos stades sont vides. Et dans ça, là où on peut attirer le public pour venir au stade, mais on a des infrastructures, des belles pelouses, mais ça tourne pas en rond. Je sais pas c'est quoi le problème. Et depuis quelques années, il n'y a personne qui arrive à trouver la solution en fait. Aujourd'hui, on n'a même pas le championnat des jeunes, U13, ni U15, même U17, il n'y a pas. Bon, si je dois comparer aux pays comme la Tanzanie, aujourd'hui, leur championnat a pris du volume. On a nos joueurs même qui quittent chez nous pour aller jouer là-bas. Et leur stade est plein. Ils n'ont pas forcément beaucoup de talent comparé à la Côte d'Ivoire. Bon, si je vais même au Gabon, là-bas c'est encore mieux. Même le Congo, Cameroun, ils arrivent à attirer le public au stade. Mais pour nous, on dirait funérailles des Figayo. Il n'y a pas assez de monde. Bon, les stades là, si on n'en fait pas bon usage, si c'est pas bien utilisé, si c'est pas bien rentabilisé, ces investissements, ça devient quoi?
C'est ça le problème. Là où un club, par exemple, comme Arsenal en Angleterre, ils ont presque 7000 salariés. Bon, la comparaison n'est pas raison. Mais même si nous, on n'a pas 7000 salariés à ASEC, au moins on peut avoir 70 ou à 80, 100 salariés normal dans les stades, par exemple. Ainsi de suite, Stella, Stade d'Abidjan, Korogo, etc. Bon, on est là. Ça va faire 4 ans, M. Idriss Diallo, il va finir bientôt son mandat. Bon, football local là, vraiment, il n'y a rien qui bouge dedans. Le stade est vide. Bon, si on doit se référer aux binationaux, ça c'est des trucs, c'est pas trop fiable. Mais si on forme nos jeunes dans l'avenir, ça peut relancer beaucoup l'économie. Il y a tellement de l'argent à se faire. Les Marocains ont compris, les Algériens ont compris, les Tanzaniens ont compris, les Kenyans ont compris ça. C'était ça ma préoccupation aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter pour que vous développez, trouver une solution, quoi. Merci. Bon, de toute façon, ce n'est pas à moi de trouver une solution. Hein. Et pourquoi même si j'avais une solution, je vais la donner. On ne va pas continuer à biberonner les gens. Il faut que les gens eux-mêmes, là, ils fassent leur travail. Et je ne ferai que donner aussi mon avis. En fait, là, le problème du football ivoirien, c'est que les gens ont fini par s'adosser aux joueurs internationaux. C'est-à-dire, quand vous prenez l'équipe même typique de la Côte d'Ivoire, il y a combien de joueurs locaux qui sont dedans? De la même manière, voilà. Donc, ça veut dire que les gens ont pris un raccourci. Les gens sont là aujourd'hui pour juste jouer des compétitions. Mais pour faire vivre même l'entité sportive en Côte d'Ivoire, ça n'intéresse personne. Et le ministère même pour commencer. Et donc, quand on dit par exemple, il y a la Coupe d'Afrique ou bien la Coupe du Monde, ouais, on réveille les gens et on récupère des gens à travers le monde, on vient, on se réunit, on joue ballon. Mais une fois qu'on a fini, chacun s'en va chez lui. C'est le modèle qu'on a choisi. Ça veut même dire qu'en réalité même là, on n'a même pas une équipe nationale. C'est ce que ça veut dire. Parce que, supposez par exemple que ces binationaux là aient une opportunité plus grande. Vous pensez qu'ils vont venir? Et si tous ceux qui ont compte là ne viennent pas là, est-ce qu'il y a une équipe nationale? Donc, c'est à l'image même du traitement même de ce que nous faisons. Et donc, ça veut dire qu'on n'a même pas une équipe nationale. Et c'est là que commence le problème. Parce que le sport ivoirien, qu'on le veuille ou pas, hier c'était mieux qu'aujourd'hui. Je veux parler des années 80, des années 90. Quand je prends de 80 à 90, c'était mieux que des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Parce que ce sport-là a perdu en qualité. Et le fait que, comment on peut payer des gens à un ministère, mais des gens qui ne sont pas capables d'anticiper sur les problèmes? Comment on peut payer des gens de donner tous les fonds de financement, mais ils ne sont pas capables de trouver de nouvelles stratégies pour encourager les gens à redynamiser le football ivoirien? C'est une question de volonté. Les gens ont compris qu'on prend des gros salaires, on prend des gros financements. Ben, s'il n'y a pas de compétition, on s'en fout, on bouffe et puis on s'assoit, on se regarde. Parce qu'on ne sait pas valoriser les talents locaux. Et parce qu'on ne veut pas valoriser les talents locaux. C'est une question de volonté. Et donc, quelqu'un qui n'a pas de volonté, là, frère, il ne faut même pas te fatiguer pour lui donner des solutions. Il sera comme les héritiers de Félix Houphouët-Boigny. Donc là, c'est la même chose que chaque agent avait béni en faire. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Donc là, pourquoi nous on va venir ici donner des solutions? C'est une perte de temps et ça n'ira nulle part. Donc là, de la manière qu'ils veulent là, on n'a qu'à faire ça comme ça. Si eux, ça ne les inquiète pas là, le jour qu'on n'aura plus d'équipe nationale là, c'est ce jour-là, les Ivoiriens et eux-mêmes là, tout le monde va comprendre qu'ils ne faisaient rien. On ne peut pas compter sur ces binationaux. Il faut que nous ayons une équipe typique ivoirienne. Il faut que nous encourageons les volontés locales, les personnes qui ont de la volonté, et les encourager, redynamiser. Regardez aujourd'hui tous les investissements qui ont été faits, comme vous avez dit. Et on retrouve ces stades-là aujourd'hui, tout en train de se détruire progressivement. Ça veut dire que les gens ont manqué d'imagination.
Ça veut dire que les gens n'ont pas de planification, n'ont pas de suite dans les idées. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on leur dise? Non, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez faire. C'est une perte de temps parce qu'ils ne le feront pas. Et donc, chers frères, moi, je vous dirais de rester tranquille, de les laisser comme ça. Et le jour que peut-être on va vouloir jouer une Coupe d'Afrique et qu'on n'aura plus de joie, peut-être que c'est ce jour-là qu'ils vont se réveiller et comprendre l'utilité. Aujourd'hui, quand on imagine les infrastructures de niveau internationaux que le président Ouattara a donné à la Côte d'Ivoire et qu'aujourd'hui, les uns les autres ne sont pas capables de maintenir, c'est pas la peine, c'est simplement désolant. Voilà un peu ce que je peux ajouter. C'est ça, exactement. En tout cas, M. Clairet, merci bien. Moi, c'était ma contribution aujourd'hui. C'est vraiment dommage et tout, voilà. Et même dire que le gouvernement donne la subvention à la FIF. Je sais pas. Mais bon, merci bien, bonne journée. Merci beaucoup et que la grâce de Dieu demeure en nous. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Ok. Allô? Bonjour, cher mère, comment allez-vous? Bonjour, mon professeur 5 étoiles. Okay. Comment vous allez? Je vais très bien, vous-même? Alhamdulillah, et la famille? Dieu merci, tout va très bien. Et de votre côté? Alhamdulillah. Vous m'entendez, j'espère, hein? Oui, on vous entend parfaitement. Ah, ok. D'accord, vous avez la parole. Right. Ok. Bonjour, professeur. Bonjour à tous les ETV. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. On va dire encore merci à Dieu pour la séance d'aujourd'hui. Et vraiment que Dieu nous garde dans ses grâces et qu'il nous fasse miséricorde. Professeur, avant de parler du côté héritage, je vais parler de quelque chose que j'ai vu sur la toile. Et vu la réaction de la population ivoirienne, je me demande vraiment, est-ce que notre population ivoirienne est prête pour un changement? Il y a une vidéo que j'ai vue d'un maire de la Côte d'Ivoire qui était en train de, avec une initiative que je trouve tellement noble et bien, parce qu'il disait dégager les gens au bord des routes et les mettre dans des marchés. Et je trouve que la population se plaint. Pourquoi on doit les dégager des abords des routes et les mettre dans des... Oui, vas-y. C'est le maire de Mans. Le maire de Mans. Une très belle initiative. Et que je vois que la population, quand il lit les commentaires, c'est désolant. Alors que nous voulions un pays moderne. Nous ne sommes plus autant archaïques. Vous ne voulez pas que le pays évolue? Ça, c'est une très belle initiative. Au contraire, ce monsieur doit être encouragé. Mais quand il lit les commentaires des habitants de là-bas, me tient dessus. La vidéo, mais il y a des gens qui le regardent mal comme ça. Il est en train de faire quelque chose de bien pour vous. Vous êtes sur les routes. Les accidents peuvent se passer. Vous barrez les routes. Et si une voiture sort des routes et que tu n'es au premier, maintenant c'est pour dire non, c'est vrai, mais quand même, tu vois rien. Ce maire doit être félicité. Tous les maires doivent faire comme lui. Mais tu vois que la population n'est pas prête à changer de mentalité. Vous voulez rester dans les mêmes positions. Vous ne voulez pas évoluer. Quelqu'un qui est en train de faire une initiative pour le bien-être de votre vie. Quand même, mes frères. Quand tu regardes ça, c'est abhorrent, c'est énervant. Nous sommes aujourd'hui au 21e siècle. Les pays des Blancs que vous voyez là, ils ont commencé quelque part. Petit à petit, ils sont organisés partout. Mais quand on a le campement des Blancs même là, c'est comme ville chez nous. Ils sont organisés. On va vous organiser, vous vous plaignez. Ah, franchement, professeur, quand j'ai vu ça, moi, il y a eu mal au cœur. J'ai dit vraiment ça qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à changer de mentalité. Malheureusement, c'est ça le drame en Afrique. Il y a certains qui ne sont pas encore prêts à accepter le développement et qui aiment. Et le monsieur explique bien. Les gens veulent être toujours au bord des routes pour encombrer les routes en mettant
leur vie en danger et en encombrant les routes. Mais c'est une question de mentalité. Et vous savez, chers mères, souvent, même pour faire le bonheur de certains êtres humains, il faut le faire contre leur volonté. Et moi, j'encourage ce maire-là qui a une très bonne vision. Et il a, dans presque tous les quartiers de Main, il a construit des marchés. Les gens sont allés payer, ils ont payé les places, mais ils ne veulent pas rester dedans. Et donc, il faut les obliger. Il faut les obliger. C'est ce que je peux ajouter là-dessus. Merci, professeur. C'est ça, mais il faut une répression. Il faut les obliger à aller dans les marchés. Il ne faut même pas ce maire-là, moi, en tout cas, on l'encourage. Il faut continuer, il faut les obliger à rentrer dans les marchés. Parce que nous, Africains, quand tu prends le bâton derrière nous, là, rien ne va bouger. Il faut les obliger à rentrer dans les marchés. Et maintenant, concernant l'héritage, professeur, c'est pourquoi souvent quand j'entends des parents dire, je suis en train de construire l'héritage de mes enfants. Oui, c'est bien. Mais c'est une erreur aussi. Il ne faut pas faire savoir aux enfants que tu es en train de construire leur héritage. Quand tu fais savoir à des enfants que tu construis leur héritage, ils deviennent paresseux, ils ne font plus d'efforts. L'héritage, même que tu vas laisser là, ils ne sauront même pas comment entretenir. Exemple, papa au feu. Voilà. Ils ne sont pas habitués au travail. Ils ne sont pas habitués à entretenir quelque chose. Vous leur laissez de grands héritages, ils ne font pas entretenir. Et un jour, on appelle l'héritage tiens. Tiens, là, ça veut dire c'est gâté. Donc, l'héritage a quelque chose qui disparaît très vite quand c'est mal laissé. Donc, tout parent qui est en train de dire faire héritage pour mes enfants, là, il faut savoir aussi à quel genre d'enfant tu es en train de laisser ton héritage. Donc, ce côté-là, vraiment, Babo Laurent, les amis, bim, et c'est vrai. Parce que l'héritage, c'est pas n'importe qui on laisse. Et ça y va même de notre parti. Ça y va de tout ce qu'on fait dans la vie. Professeur, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Que Dieu protège les EPV, que Dieu protège Papa Ado et tous ceux qui l'entourent, que Dieu protège la Côte d'Ivoire et que Dieu vous protège, vous-même, professeur éclaireur, ainsi que tous les élèves, que Dieu ait sa main sur nous et qu'il nous fasse grâce toujours. Merci. Merci beaucoup, cher maire. Et de par cette vidéo de Babo sur les faux héritiers de Félix Houphouët-Boigny, vous avez vu que l'héritier de Félix Houphouët-Boigny n'a pas été celui que lui-même l'avait pensé, mais ça a été plutôt Alassane Ouattara aujourd'hui qui est en train de valoriser et de faire revivre et surtout de mettre en pratique la valeur philosophique, morale et historique de Félix Houphouët-Boigny. Et le président Ouattara a bien compris cela. Parce qu'en réalité, là, quelqu'un qu'on aime, là, on amène la personne à travailler d'elle-même. Et c'est pourquoi, quand dans les années 2000, les gens ont dit pourquoi il a choisi AGC, les gens n'étaient pas contents. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, là, il ne va plus choisir. Mais c'est ceux qui sont capables de eux-mêmes s'assumer. C'est eux qui vont se présenter. Parce que maintenant, là, il y aura deux choses. C'est nous, les militants du RDR, là, qui allons connaître qui est le vrai héritier du RHDP et qui peut être le vrai héritier du RHDP. La même problématique s'impose à nous. Ça peut faire rire les gens, mais derrière et en profondeur, là, analyser le problème à fond. Ce qui peut arriver à X peut arriver aussi à Y. Est-ce qu'un jour nous allons trouver des hommes et des femmes dignes et capables d'assumer et de continuer l'héritage du président Alassane Ouattara? En 2015, quand il était à Katiola dans une tournée, il avait déjà commencé à nous avertir là-dessus. Il nous a dit les grands partis comme le PDG, le Parti démocratique guinéen, s'ils ont été détruits, c'est parce que à la fin de ces partis-là, les gens qui devraient animer ces partis-là n'ont pas été à la hauteur. Aujourd'hui, quand vous regardez dans le RHDP là, on est beaucoup dedans. Mais est-ce qu'il y a beaucoup qui ont appris auprès d'Alassane Ouattara? Est-ce qu'il y a beaucoup qui ont à cœur de travailler pour la Côte d'Ivoire? Parce qu'il y a tout ça qui compte dans l'héritage. Cher, mais si tu confies l'héritage de la famille à un égoïste, ça devient quoi? Donc, un enfant qui est égoïste là, on ne peut pas lui confier l'héritage de la famille. Il y a beaucoup de cadres aujourd'hui. Ils font de la politique, ils font les efforts qu'ils peuvent, mais ils ne travaillent pas pour le pays. Vous, là, on ne va pas vous suivre. Ouais. Il y a beaucoup qui sont là, eux-mêmes là. Comme Alassane Ouattara, là, nous on gagne salaire, on gagne tous les avantages, là. Il y a beaucoup qui sont là. Eux n'ont rien appris. Donc nous, on va les suivre des vauriens, pourquoi? Ceux que nous, on va suivre là, on ne vous cache pas ici, on vous l'a toujours dit. Quelqu'un qui a pu protéger la maison de mon papa et de ma maman là, c'est que cette personne-là, sans demander mon avis, là, c'est lui le gardien du village. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde sait qui est le gardien du village, il s'appelle Téné Brema Ouattara. Hey,
Nous, les militants, la deuxième problématique qui va se passer, après que la personne même ait une identité fixe, et après, quand je dis identité fixe, ça veut dire c'est que la personne elle-même a démontré le travail et la capacité et le capital confiance là. C'est nous les militants, on va désigner le candidat du RHDP en 2030. C'est ça même. Parce que c'est le président Ouattara qui a commencé ça en 2025. Lui-même, sa personne, elle a dit, est-ce que vous me voulez? Il allait s'arrêter devant le stade. Après ça, il a fait les pré-campagnes et les pré-congrès. On sait comment ça s'est passé. Donc, dans cette nouvelle tradition-là, c'est nous les militants là, c'est la personne en qui nous on a confiance là. C'est nous on va dire à la personne, c'est toi qui seras notre candidat. Même le parti même ne pourra pas nous imposer. Et nous, notre candidat en 2030, elle s'appelle Ténébrema Ouattara. C'est pas une histoire de dire qu'on est amoureux de lui, ou bien qu'il est l'homme le plus beau. Non, c'est une histoire de fait pratique, pragmatique. Moi qui vous parle là, mes parents sont au pays là, c'est lui qui les protège. S'il n'était pas là aujourd'hui, c'est vrai, c'est Dieu qui nous protège tous. Mais quand j'imagine aujourd'hui les grands investissements qui sont faits pour protéger la vie des 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire, sans distinction, une telle personne, on peut lui faire confiance. Celui-là, il est obligé d'apprendre auprès de son grand frère, sans état d'âme. Et il a gravi tous les échelons. Est-ce que les autres en ont fait autant? Est-ce qu'ils ont montré de la volonté? C'est quelqu'un qui n'est pas arrogant. Et cher mère, c'est très important. Ah oui. Quand quelqu'un veut, ou bien veut aspirer à la fonction publique, il y a quelques petits détails, comme par exemple l'arrogance, comme par exemple ce qu'on appelle la pitié, on appelle ça l'empathie. Être capable d'avoir pitié des plus faibles. C'est comme dans une sourate du Coran, il y a une sourate qu'on appelle sourate An-Nam. Ça veut dire la sourate des fourmis. Et pour résumer rapidement, en réalité, ce ne sont pas des fourmis, c'était des humains. Mais il y avait un conflit entre deux grandes communautés. Et eux, ils ont dit quoi? Nous sommes faibles. Que nous soyons avec l'un ou l'autre, nous sommes comme des fourmis. Donc ne venez pas nous écraser dans votre combat. Voyez-vous? Et les gens les ont épargnés. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui peut avoir pitié du plus faible là, c'est une bonne caractéristique. Imaginez-vous, si le président Ouattara n'était pas quelqu'un de bon là, ses opposants là, vous les mettez avec quelqu'un comme l'éclaireur, mais je vais les massacrer tous. Non, je n'abuse pas, hein. Or, la violence pour la violence n'est pas aussi une solution toujours. Parce que Sun Tzu nous le dit dans l'art de la guerre, qu'il faut laisser une petite porte pour garantir l'énergie du désespoir. Là, comme ça, là. Et aujourd'hui, là, les opposants ivoiriens savent, Alassane Ouattara, là, il ne va pas les dire, mais c'est qu'en douce, là, eux-mêmes vont apprendre leur leçon. Et ils sont devenus aujourd'hui des musées ambulants, c'est-à-dire on est là, on dit lui, là, il était président avant, mais regardez comment il est devenu aujourd'hui. Ils sont devenus des musées ambulants. C'est comme des pièces de fétiche, c'est comme des bois oubliés qu'on a mis dans des musées, les gens s'en vont les regarder. On dit, c'est là Gbagbo là qui est là aujourd'hui. Lui, là, il a été président en Côte d'Ivoire. Eh Dieu! Ça aussi, c'est une leçon dans la vie. Ça même. Et donc, que les Ivoiriens fassent beaucoup attention. La Côte d'Ivoire de demain sera une Côte d'Ivoire à la tête de laquelle il faut mettre quelqu'un qui peut relever les défis. Et non quelqu'un qui est là juste parce que je suis venu parce que j'étais le fils d'eux, ou bien je suis venu pour corriger, pour assouvir ma haine, ou bien je suis venu parce que je veux remplir mon ventre. La Côte d'Ivoire est devenue trop sérieuse pour qu'on puisse la confier à des opportunistes, à des aventuriers. Et aujourd'hui, quelqu'un, comme je l'ai dit, TBO là, ce que vous voulez utiliser comme l'argument le plus solide contre lui, qui est le frère d'Alassane Ouattara là. Moi, je vous le dis là, c'est le meilleur argument que nous on utilise contre TBO pour dire, toi-même là, tu vas faire quoi que ton grand frère n'a pas pu faire. On veut voir ce que toi-même tu peux faire. Là, comme ça, là, on va fouetter son orgueil et il va apporter le meilleur qu'il peut. Donc là, les cadres ouïa du RHDP qui pensent que on va les suivre là. Moi, je préfère vous dire des vérités qui vont vous choquer. Vous allez tomber, évanouir. Et vous allez vous réveiller. Cette fois, on va verser l'eau sur vos têtes là. Mais moi, je vais vous dire ça dès maintenant. Ce n'est pas moi le problème. Vous n'avez rien fait pour convaincre les gens que vous valez la peine. C'est ça. Ceux qui ont appris et ceux qui ont le caractère qu'il faut là, c'est eux que nous on va choisir. Et déjà, nous on a posé le débat. C'est Ténébrema Ouattara, nous notre candidat en 2030. Maintenant, si vous pensez que vous avez quelqu'un aussi là, que la personne aussi se présente avec ses acquis.
On va ouvrir le débat. Mais on ne va pas ouvrir le débat à la dernière minute. Ça, non, on n'est pas d'accord avec quelqu'un. On dit qui ne dit rien consent. Actuellement, là, il ne faut pas parler de ça. Ça, c'est pas bon. Si Alassane Ouattara au pouvoir, il ne faut pas faire venir empoisonner. Garçon, quand on peut empoisonner, là, tu vois, tu connais. Toi, dans ta vie, tu es en train de manger chez tout le monde. Mais si on t'empoisonne, c'est toi-même qui t'as empoisonné toi-même. Voilà. Sinon, est-ce que tu es obligé de manger chez les gens? Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un pour dire on a envoyé aujourd'hui Bangui, tu vas boire ça forcé? Si tu dis je suis responsable, c'est pas fini. Donc, chers parents, soyez sereins. Tous ceux qui sont en train de vous effrayer, après Ouattara, il n'y a rien qui va chauffer ici. Rien même. C'est quand on vous dit ça, il n'y a même pas quelque chose qui va chauffer. Tout va rester froid. Parce que ceux qui savent déjà diriger ce pays-là sont là, à la tête de ce pays-là. C'est ceux qui n'ont pas préparé leur succession, là, qui ont laissé la Côte d'Ivoire dans le vide, c'est eux qui ont quelque chose à se reprocher. Et donc là, si eux ont perdu le pouvoir parce qu'ils n'étaient pas capables de planifier quelque chose, le RHDP ne va pas se donner le luxe de tomber dans les mêmes déboires. Et cher maître, c'est ce que je voulais ajouter sur ce que vous avez dit. Merci professeur, tellement bien développé, mais la seule chose que je voulais ajouter à la fin, c'est que ceux qui disent que ça va chauffer, ce sont les hypocrites qui se dévoileront. Les hypocrites du parti RHDP seront dévoilés, ils vont se dévoiler seuls. C'est ça qui va seulement sinon rien n'arrivera, Inch'Allah. Professeur, merci beaucoup. Merci beaucoup, cher maître. Excellent jeudi à tous. À vous également. Et c'est ce que même nous souhaitons. Que chacun s'assume. Ce qu'ils veulent faire en 2028-2029, là. Ils n'ont qu'à faire ça en 2026, là. Parce que s'ils ne le font pas, là, aujourd'hui, nous, les militants, là, on fait nos petits sondages. Et les gens nous disent que vraiment, ce que vous êtes en train de dire, là, que c'est ça qui est vrai. C'est ce que les militants nous disent. Donc, s'il y a des hypocrites, et s'il y a des pharisiens qui veulent se réveiller, là, réveillez-vous dès maintenant. Sinon, il sera trop tard pour vous. Mais nous, on n'aura ni honte ni peur. Parce que c'est Alassane Ouattara même qui a dit en juillet 2025 qu'il ne va pas être candidat en 2030. Donc pourquoi nous, on ne va pas choisir notre candidat? En tout cas, nous, on a choisi notre candidat. Prison qui est dedans. Ou bien, guerre de Samori Touré qui est dedans. Là. Faites, on va faire. En tout cas. Donc, cher maître, merci à vous. Merci, professeur. Merci, excellent jeudi à tous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons passer à notre père, le patriarche Machiar Koulibaly. Et c'est avec lui qu'on va fermer le direct. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci de nous faire confiance. Et dès qu'il aura fini sa présentation rapidement, on va fermer le direct. Allô? Allô? Bon. Oui, bonsoir Éclaireur. Bonsoir le patriarche, comment allez-vous? Oui, ça va? Dieu merci, tout va très bien de votre côté. Oui, ça va bien. Dieu merci. Et la famille? Oh, par la grâce de Dieu, ça va. On essaie de faire aller. Il n'y a pas de problème. Donc on va vous laisser la parole. D'accord, merci beaucoup Éclaireur, merci. Je vais commencer par le sport, le football là. Il y a, c'est que le jeune homme là, c'est celui qui a intervenu, le premier intervenant, ce qu'il a dit. Oui, effectivement, franchement, j'avais voulu aborder, parler de sport, mais honnêtement, c'était pas sous ce angle-là. Mais je vais compléter un peu ce qu'il a dit. Il a vraiment posé le diagnostic, globalement, hein, du sport en général en Côte d'Ivoire, mais particulièrement le football. En fait, il a raison de s'en prendre à la fédération. Mais c'est pas la fédération qu'il faut voir. C'est le ministère, le gouvernement, le ministère du sport. Qu'est-ce que les ministres du sport, et notamment celui qui est là, proposent comme économie du sport? Rien. Moi, je ne le vois pas. Normalement, c'est le ministre du sport qui insuffle la politique du sport. Donc, c'est le ministre du sport qui devait insuffler et préparer le cadre et non légiférer sur la question. Pour que justement, à partir de ce qui se passe ailleurs, notamment au Maroc, parce que pour moi c'est le bon exemple à citer, quand tu prends le Maroc, au niveau ils ont fait le travail des infrastructures a été fait, c'est ce que le président a fait, ils ont fait le travail d'infrastructure à la préparation de la CAN, mais après,
quand la CAN est finie, comme a dit le jeune homme, toutes ces belles infrastructures qu'on a construites, on fait quoi avec ça? Ça là, c'est en train de mourir. Parce que quand on ne les utilise pas là, c'est pour ça qu'on organise des concerts dedans, on organise des trucs de prière, tout ça dedans. Parce que normalement, un stade, c'est pas fait pour ça. De temps en temps, on peut faire des concerts au stade ou des prières, mais pour que les gens rentabilisent, il faut maintenant qu'on fasse des activités extra-sportives dedans. Sinon, ces infrastructures vont tomber en désuétude. Parce que si on ne les utilise pas là, ça, c'est gâté, c'est comme ça. L'herbe va commencer à pousser dessus, ainsi de suite. Nous tous, on sait. Il n'y a pas, c'est le ministère qui doit construire quelque chose. Avec, justement, les membres ou les gens qui sont dans le domaine du sport, notamment le football, comme c'est le sport roi en Côte d'Ivoire. Donc, nous, c'est avec eux, il doit construire ça. C'est-à-dire qu'il doit se rapprocher d'eux, il travaille avec eux, et puis mettre en place quelque chose. Et ce quelque chose-là doit être mis en place en tenant compte de nos réalités, de ce que j'appellerais, nous, ce qu'on appelle, en général, on regarde nos forces et nos faiblesses, hein, voilà, on fait une étude de nos forces et de nos faiblesses, et puis à partir de là, maintenant, on fait des projections, on fixe des objectifs, et puis on essaie de voir comment on fait pour atteindre les objectifs. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment faire pour construire une économie du sport en Côte d'Ivoire? Il a parlé du cas de la Tanzanie. Il peut faire des voyages d'études, aller voir comment ça fonctionne là-bas. On peut regarder aussi ce qui se passe en Europe s'il le faut, mais essayer d'adapter certaines solutions à nos réalités en Côte d'Ivoire. Mais on ne le fait pas. On essaie du ponctuel. Les joueurs sont ceux qui doivent produire du spectacle. Les gens vont pas aller au stade parce que bon, il n'y a pas de saine émulation. Et comme il a dit, les classes de jeunes, il n'y a pas de championnat de jeunes. Tant qu'il n'y a pas de championnat de jeunes, on ne peut pas détecter les talents. Et tu as touché du doigt quelque chose de très important, qui est vraiment tellement important. Aujourd'hui, l'équipe nationale est basée sur quoi? Le football. C'est basé sur les étrangers, les binationaux. C'est-à-dire que quand tu vas prendre, c'est rare de voir, il y a peut-être, souvent même, il y a un ou deux joueurs, ou pas du tout, qui sont dans l'équipe nationale. Ah, ceux qui doivent jouer les compétitions, la CAN, ainsi de suite, la Coupe du Monde et tout ça. Et quelquefois, le problème des binationaux, c'est que, bon, ils font ce qu'ils veulent. Hein? Il y en a qui, voilà, on a vu, il y a une interview qui a été donnée hier par un binational, il a dit des choses. Bon, les gens sont dans les émotions, beaucoup de personnes sont en train de dire, oui, voilà ce qu'il a dit là, il a dit la vérité. Bon, moi j'ai posé la question, j'ai écrit, j'ai fait un post, enfin j'ai pas fait un post, j'ai fait un commentaire sous le post d'un commentaire. Bon, le problème aussi c'est qu'en Côte d'Ivoire, tout dans le sport là, les gens, bon, il faut de la formation. Il faut de la formation. Même les commentateurs de sport là, les gens vont dans tous les sens. Il y a un des commentateurs qui est sur Nostalgie. Il y a un joueur, je n'ai pas envie de dire son nom, qui donne une interview parce qu'il n'avait pas été, il n'a pas été recruté, on n'a pas appelé pour jouer la CAN. Et il se considère, il a très mal pris parce qu'il avait donné une interview avant la CAN. Et par rapport à ce qu'il a dit dans l'interview, on l'a pas retenu. Et comme il n'a pas été retenu, bon, on sait plus ou moins, et il paraît, lui dit que le coach l'a appelé pour lui dire que qu'il ne l'a pas retenu parce que le président de la fédération a dit de ne pas le retenir. Donc, si c'est vrai, c'est que le coach a vendu son président, le coach n'a pas fait preuve de responsabilité. Voilà, ça c'est un. Deuxième chose, lui vient dire ça en public. On dit il a dit la vérité. Moi je pose la question de savoir, il a dit la vérité, et puis après, ça flatte justement son ego. Parce que la vérité qu'il dit qu'il a dit là, ça construit quoi? Ça construit rien. Ça l'éloigne de l'équipe nationale. La raison pour laquelle on ne l'a pas appelé à l'équipe nationale, il a tenu deux propos graves. Le premier propos qu'il a tenu, c'était contre le Maroc. Le deuxième propos, que moi je trouve plus grave que ceux qu'il a tenus contre le Maroc, c'est qu'il a dit que il y a un des deuxième gardien important de l'équipe nationale est un Burkinabé d'origine. Il a été naturalisé. C'est la Côte d'Ivoire n'est pas le premier pays à faire ça. La France le fait tout le temps. Les États-Unis le font tout le temps. Tous les pays le font. Même aujourd'hui là, le Burkina, le Mali, il y a des Ivoiriens qui jouent au Burkina. Le jeune homme qui a marqué le but Côte d'Ivoire Mali là,
Il s'appelle Néné Dorgelès, c'est un petit gourou. Il est ivoirien d'origine. Dissoulement pété de son état. Il est capitaine, il a été capitaine lors de la CAN du Maroc, là, du Mali. Donc, je me dis que le problème qu'il a posé, c'est un vrai fort problème. En plus, ça avait l'avantage de désunir le groupe. Parce que quand on est dans un groupe là, il y a des choses qu'on ne dit pas. C'est pas. Il y a des vérités qui sont bien à dire. Une vérité constructive, si tu l'as dit, il n'y a pas de problème. Mais une vérité destructive, c'est une vérité qui n'a pas de sens. C'est une vérité pour blaguer ton ego. Quand j'ai fait mon post, j'ai fait mon commentaire, mais ça a créé la zizanie. Les gens sont venus raconter n'importe quoi. On m'a traité de tous les noms. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand tu donnes ton point de vue, si ça ne va pas avec le point de vue de quelqu'un d'autre, c'est les injures. Bon, c'est le raccourci que les gens ont choisi, mais c'est pas ça le plus important. Et ce que moi je voulais dire, on en arrive à tout ça parce que justement, il n'y a pas de structuration. Les rôles ne sont pas bien partagés. Les gens ne savent même pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc, on est dans une situation où un pays où tout va un peu volo. C'est ça le problème. Il n'y a pas d'organisation véritable. Comment on peut s'en sortir? L'équipe nationale est gérée un peu par les sentiments. Donc, le ministre lui-même, là, il n'est même pas capable. Finalement, moi, je me pose la question de savoir quel est le rôle du ministère des Sports. Voilà la question que je me pose. Moi, pour l'instant, je n'ai pas encore vu un ministère des Sports qui m'a convaincu. Parce qu'on ne voit pas de schéma directeur. On est là, on navigue à vue. Honnêtement. Et c'est pour ça que le football local se meurt. On accuse la fédération. La fédération a quel moyen financier pour organiser le football local? C'est l'État qui doit aider la fédération, à mon avis. Faire ce qu'il y a de structurel. Et puis le reste, ça va venir. Dans les pays occidentaux, là, c'est chaque ville ou chaque équipe qui construit son stade. En Afrique, là, l'État a oublié de construire les stades parce que justement, les clubs n'ont pas les moyens. Donc, par rapport à ça, pour impulser un football sur le plan, mettre le football ivoirien sur les rails, il faut l'État doit impulser quelque chose sur le plan structurel. Construire les stades, c'est déjà bon, c'est un bon départ. Mais il faut maintenant mettre en place une réglementation de telle sorte que il y a une organisation de telle sorte que les fédérations puissent prendre le relais. Pas que la fédération seulement de football, mais comme c'est le sport roi, on peut commencer par celui-là, et puis le basket, et ainsi de suite, le handball et autres. Voilà. Éclairer rapidement, comme je sais que tu n'as pas suffisamment de temps, j'ai parce qu'il fait 10 minutes, je vais m'arrêter là. En d'autres circonstances, on pourra dire des choses un peu plus structurées. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment, cher patriarche. Merci encore des détails que vous avez apportés. Et effectivement, comme vous le dites, c'est ce que j'avais aussi vu, c'est d'abord le problème même du ministère qui pose problème. Ils n'ont qu'un plan d'action et ils n'ont qu'une stratégie. Ils ne s'attendent qu'à des événements ponctuels pour essayer de reconstruire et repartir. On ne peut pas organiser le sport de manière sporadique. Et c'est quelque chose, comme vous l'avez dit, l'économie du sport peut faire vivre autant que l'économie de l'agriculture, l'économie des mines et du pétrole. C'est simplement une question de planification et d'intelligence. Et là, on ne va pas toujours, comme vous l'avez dit, continuer à leur donner des idées alors qu'ils ne peuvent pas travailler et ils sont payés. Et donc, mesdames et messieurs, c'est là que finit le direct du jour. Nous vous disons merci. Et voilà ce que nous aurions pu faire aujourd'hui. Merci à chacun et à chacune. Et surtout, que la grâce de Dieu demeure en nous. Et cher patriarche, on vous laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, Claire. Merci vraiment. Bon mois de jeunes à tous les jeûneurs, hein, que ce soit les chrétiens ou les musulmans. Bon mois de Ramadan aux musulmans. Bon mois de jeunes chrétiens aux chrétiens. Vraiment que Dieu nous donne la force et la baraka nécessaire durant tout ce mois et durant toute notre vie en définitive. Vraiment bonne continuation à la plateforme. Le Prado est rentré, tout le monde a vu les images. Bon, le monsieur, il allait, c'est vraiment, je sais pas, hein, mais franchement, quand tu le regardes, comme si c'est une nouvelle jeunesse qu'il est en train d'avoir. Et Pantagba espérait mieux de bien l'attraper, hein. Parce que là, il y a d'autres tactiques qui peuvent passer derrière. Non, il y a déjà une jeune malienne qui dit que je préfère avertir notre maman, hein. Et elle se fait appeler la femme du Prado. Je sais pas si vous l'avez vu.
Non. Et elle est très belle aussi, hein. Voilà. Donc, ça veut dire que notre maman, elle aura elle n'a qu'à faire, hein. Sinon, ils sont venus la calanguer. Elle va se retrouver en championnat. Ils veulent la mettre dans le championnat. Effectivement. Donc, elle n'a qu'à bien garder le Prado. Sinon, puis, elle est vraiment, c'est comme, c'est notre affaire, là. On dirait qu'elle est Touareg, on dirait, c'est l'année. Ah bon, donc, tu sais qu'après le Touareg, là, je n'ai pas laissé, hein. J'ai déniché une Touareg une Touareg intellectuelle sur la toile. Elle s'appelle Valette. Ah, donc vous voyez ça. Et je crois qu'il ne faut pas vous oublier les petits frères, hein. Non, on va distribuer. Distribuer. Tu vois, cette wallet là, elle est Touareg, mais elle est contre l'AES. Donc, c'est les gens, les Touareg qui sont contre l'AES là que nous on prend, nous on marie. Non, pourquoi vous dites, nous, faut dire, je vais donner au petit frère. Ah bon, je vais partager au petit frère. Voilà, la cas c'est comme ça. Mais quelle sera la valeur d'être aidé si les aînés ne sont pas généreux? donc vous les femmes ivoiriennes là, dormez seulement. En tout cas, c'est un conseil que nous on donne à la première dame. Hein. En tout cas, nous on se bat même pour la protéger. Mais ça échappe dans nos mains là. Le Prado va aller au Mali, hein. Ok, vraiment, merci beaucoup, merci à tous les EPV, merci à tous ceux qui ont apporté, tous ceux qui se connectent tous les jours, qui vraiment apportent leur contribution. Vive la classe éclaireur pro vérité, vive la plateforme, vive le Prado, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu protège la Côte d'Ivoire 24 heures sur 24. Merci beaucoup et à demain, Inch'Allah. Merci infiniment, cher patriarche, que la grâce de Dieu demeure en nous et que Dieu nous protège tous, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, tous ceux, toutes celles qui utilisent des moyens comme nos forces de défense et de sécurité, que Dieu leur accorde sa protection, que Dieu aide toutes les populations qui donnent des informations. Et chères populations, n'hésitez pas. Chaque fois que vous avez une information, allez vers l'autorité en qui vous avez confiance. Donnez l'information. C'est pas moi j'ai dit, hein. C'est le ministre Bagono qui a dit ça quand il était à Divo. Après encore le ministre de la Défense, le vice-premier ministre, quand il était à Tengrela, il a dit, si on voit quelque chose, on n'a qu'à dire. Si on attrape enfant de quelqu'un parce qu'il allait donner une information là, ne vous fatiguez même pas. Appelez-nous. Tu vas pas dormir en prison. Il n'y a même pas quelqu'un qui va mal te regarder. Parce que tu voulais aider ton pays. Mais ne mentons pas sur les gens. Parce que le dernier marshal que vous voyez là, affaire de Aïcha là, Aïcha la Touareg là, ça risque de poser des grands problèmes. Je risque d'aller mentir sur lui. Je risque d'aller mentir sur lui à la PLCC. Donc déjà là, vous voyez, ne faites pas comme moi. Et donc, ça c'était pour faire dans du comique, mais vraiment merci à tous. N'oublions pas que si nous existons, c'est parce que nous avons un pays. Protégeons la Côte d'Ivoire et essayons de vivre dignement. Soutenons le président Alassane Ouattara, comme je vous l'ai dit. Il y a 115 000 milliards qui vont être déployés dans chaque région. Je reviens dessus et je réexplique. Ces 115 000 milliards là, on va prendre chaque région là, ce qui peut faire votre développement là. On va faire ça pour que chacun puisse partir plus loin. Les 5 années là, ce que vous n'avez pas vu là, vous allez voir ça. Soyons patients, soyons sereins. Aidons ces autorités qui sont extrêmement sérieuses dans leur travail. Parce que les hommes sérieux, on n'en trouve pas aujourd'hui. Et quand on en trouve, laissez les gens parler, laissez les gens insulter. Nous là, quelqu'un dit que ce que toi tu as n'est pas bon là. Faut pas laisser haut. Si ça toi ça t'arrange là, il faut garder. C'est que eux ils ont qui est bien là. Pourquoi eux aujourd'hui mettent leur main sur leur tête pour crier? Si Assimi est bon là, pourquoi eux crient aujourd'hui? Mais est-ce que vous nous avez une fois vu crier pour dire que le Prado là il a gâté notre affaire? Nous on sait, ce que vous dites qui n'est pas bien pour nous là. On a compris ce que vous avez dit. Mais tant que nous, on sait que c'est bien pour nous là, nous on va le garder pillant et ça ne nous gêne pas aussi. Et puis on n'a même pas honte de ça aussi. Et puis ça nous fait pas mal aussi. Donc chers amis, c'est ce que je voulais ajouter. Merci à vous.
Et que la grâce de Dieu demeure en chacun de nous. Merci et à demain, Inch'Allah. Merci beaucoup.